L'univers, dans sa complexité et son immensité, suscite depuis toujours l'émerveillement et la curiosité de l'humanité. Parmi les grandes découvertes du XXe siècle, celle de l'expansion de l'univers a radicalement transformé notre compréhension du cosmos. Loin d'être statique, l'univers évolue, se dilate, entraînant les galaxies dans un ballet cosmique gouverné par des lois encore imparfaitement connues. Cette vidéo bien que longue explore en profondeur le phénomène de l'expansion cosmique, depuis sa découverte jusqu'aux implications théoriques et philosophiques qu'elle entraîne. Dans l'Antiquité, les conceptions du cosmos étaient dominées par des visions géocentriques. Aristote, par exemple, pensait que la Terre occupait le centre de l'univers et que tous les astres tournaient autour. Cette vision fut reprise et perfectionnée par Ptolémée au IIe siècle, dont le système géocentrique a dominé la pensée occidentale pendant plus de 1500 ans. Le cosmos était alors perçu comme fini, ordonné, et composé de sphères célestes en rotation. Les civilisations antiques d'autres régions du monde, comme les Indiens, les Mayas ou les Chinois, avaient également développé des modèles cosmogoniques. Bien que souvent mythologiques, certains d'entre eux témoignaient d'une forme de conscience du mouvement céleste et de cycles cosmologiques. Avec l'avènement de la révolution scientifique au XVIIe siècle, la vision de l'univers changea radicalement. Isaac Newton introduisit une nouvelle mécanique basée sur des lois universelles. Dans son optique, l'univers était infini, éternel et voire statique. Les forces gravitationnelles s'équilibraient à l'échelle cosmique. Cependant, ce modèle posait problème. Un univers infini de matière attirerait toute particule dans toutes les directions, menant à des paradoxes logiques, par exemple, le paradoxe d'Olbert. Au XXe siècle, la relativité générale d'Albert Einstein apporta une nouvelle compréhension de la gravitation, non plus comme une force à distance, mais comme une courbure de l'espace-temps. Pourtant, le premier modèle cosmologique d'Einstein restait statique. Pour cela, il introduisit la constante cosmologique, contrebalançant l'effet attractif de la gravité pour stabiliser l'univers. Ironiquement, il qualifiera plus tard cette introduction de sa « plus grande erreur » après la découverte de l'expansion. En 1912, l'astronome américain Vestos Liffey, au Lowell Observatory, entreprit de mesurer les vitesses radiales des nébuleuses spirales. En analysant leur spectre lumineux, il remarqua que la majorité présentait un décalage vers le rouge, suggérant qu'elles s'éloignaient de la Terre. Cette découverte fut majeure, bien que peu comprise à l'époque. Le redshift, décalage vers le rouge, est interprété comme une augmentation de la longueur d'onde de la lumière, soit par effet Doppler, si un objet s'éloigne dans un espace fixe, soit par étirement de l'espace lui-même dans un cadre relativiste. Liffey fut ainsi l'un des premiers à fournir une preuve observationnelle d'un univers en mouvement. C'est en 1929 qu'Edwin Hubble, travaillant avec Milton Humason, formula une relation fondamentale. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Cette relation, connue sous le nom de loi de Hubble, s'écrivait égale h fois d, où v est la vitesse de récession, d la distance, et h la constante de Hubble. Cette relation impliquait que l'univers n'était pas statique mais en expansion. De plus, en extrapolant cette expansion dans le passé, il semblait qu'il y ait eu un moment où toute la matière de l'univers était concentrée en un point extrêmement dense, prémisse du modèle du Big Bang. Cette perspective bouleversa les fondements cosmologiques établis. Le modèle du Big Bang est aujourd'hui la théorie la plus acceptée pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Contrairement à une explosion classique, le Big Bang n'a pas eu lieu en un point de l'espace, mais constitue une expansion de l'espace lui-même à partir d'un état de densité et de température infinie, que l'on nomme une singularité. Ce modèle a été formalisé mathématiquement dès les années 1920 par les travaux d'Alexander Friedmann, qui proposa des solutions dynamiques aux équations d'Einstein. Plus tard, Georges Lemaître, prêtre et physicien belge, développa l'idée d'un « atome primitif » à l'origine de l'univers, ce qui préfigure le Big Bang. Le modèle du Big Bang est aujourd'hui la théorie la plus acceptée pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Contrairement à une explosion classique, le Big Bang n'a pas eu lieu en un point de l'espace, mais constitue une expansion de l'espace lui-même à partir d'un état de densité et de température infinie, que l'on nomme une singularité. Cette expansion n'implique pas un centre, chaque point de l'univers s'éloigne des autres, ce qui rend l'expansion homogène et isotrope à grande échelle. Ce modèle a été formalisé mathématiquement dès les années 1920 par les travaux d'Alexander Friedmann, qui proposa des solutions dynamiques aux équations d'Einstein, montrant que l'univers pouvait être en expansion ou en contraction, en fonction de la densité de matière. Plus tard, Georges Lemaître, prêtre et physicien belge, développa l'idée d'un « atome primitif » à l'origine de l'univers, ce qui préfigure le concept de Big Bang. Il proposa également que le redshift observé dans les galaxies était le résultat d'un univers en expansion, anticipant ainsi les travaux d'Edwin Hubble. Contrairement aux idées reçues, le Big Bang ne décrit pas l'instant zéro mais les phases ultérieures d'évolution de l'univers. La singularité initiale reste hors de portée des modèles actuels, car elle implique une densité et une température infinies, domaine où la physique quantique et la relativité générale doivent être unifiées, ce que la science n'a pas encore accompli. Des théories comme la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes sont explorées pour tenter de décrire cet état primordial.
Quelles sont les preuves qui soutiennent le modèle de Big Bang? 3 piliers observationnels soutiennent le modèle du Big Bang, formant une trame cohérente entre la théorie et l'observation. En premier, nous avons le redshift des galaxies, une preuve clé de l'expansion de l'univers. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel étoilé, nous observons des étoiles, des planètes, et surtout, des galaxies. Mais ce que l'œil humain ne peut pas percevoir directement, les astronomes peuvent le détecter à l'aide d'instruments puissants, c'est le décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Ce phénomène est l'un des éléments les plus fascinants de l'astrophysique moderne, et surtout, une des preuves fondamentales que l'univers est en expansion. Commençons par bien comprendre ce qu'est le redshift. Lorsqu'une galaxie émet de la lumière, cette lumière voyage à travers l'espace. Mais si la galaxie s'éloigne de nous, les longueurs d'onde de cette lumière s'étirent. Ce phénomène déplace la lumière vers l'extrémité rouge du spectre visible. On dit alors que la lumière est décalée vers le rouge. Plus cette lumière est étirée, plus la galaxie est en train de s'éloigner rapidement de nous. Ce phénomène est très similaire à l'effet Doppler sonore. Quand une ambulance s'éloigne, le son de sa sirène devient plus grave. Avec la lumière, l'idée est la même, mais au lieu de son grave ou aigu, ce sont des longueurs d'onde lumineuses qui deviennent plus longues, rouges ou plus courtes, bleues. C'est grâce à l'observation du redshift que l'astronome Edwin Hubble a fait, dans les années 1920, une découverte révolutionnaire. Plus une galaxie est éloignée de nous, plus elle s'éloigne rapidement. Cette relation entre la distance d'une galaxie et sa vitesse d'éloignement est aujourd'hui connue sous le nom de loi de Hubble. Cela signifie que l'univers n'est pas statique, comme on le pensait autrefois, mais en perpétuelle expansion. Cette idée a bouleversé notre compréhension de l'univers. Imaginez un gâteau au raisin en train de gonfler dans le four. Si vous êtes un raisin, tous les autres raisins semblent s'éloigner de vous. Plus ils sont loin, plus ils s'éloignent vite. Ce modèle simple illustre parfaitement l'expansion de l'univers. Ce n'est pas que nous sommes au centre, mais que l'espace lui-même se dilate dans toutes les directions. Et ce n'est pas qu'une idée abstraite. Le redshift est mesuré concrètement dans les spectres lumineux des galaxies. Quand on observe une galaxie, on détecte des raies spectrales caractéristiques de certains éléments chimiques comme l'hydrogène ou l'oxygène. Si ces raies sont déplacées vers le rouge, cela signifie que la galaxie s'éloigne. Plus ce déplacement est grand, plus la vitesse d'éloignement est élevée. Ce constat ne colle pas du tout avec un univers fixe ou immobile. Il vient confirmer les prédictions de la relativité générale d'Einstein, selon laquelle l'univers peut être dynamique. En fait, les équations d'Einstein permettaient déjà de prévoir un univers en expansion, mais c'est l'observation du redshift qui a véritablement validé cette idée. Et ce n'est pas tout. Le redshift nous permet aussi de remonter dans le temps. Comme la lumière met du temps à nous parvenir, observer des galaxies très éloignées, c'est aussi observer le passé de l'univers. Certaines galaxies que nous voyons aujourd'hui telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années présentent un redshift extrêmement élevé. Cela signifie que nous observons des objets qui existaient peu après le Big Bang. Grâce à cette lumière ancienne, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire de l'univers, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Le second pilier observationnel soutenant le modèle du Big Bang, le fond diffus cosmologique est l'un des témoignages les plus fascinants et les plus fondamentaux de la naissance de notre univers. Il a été découvert en 1965, presque par hasard, par 2 ingénieurs américains, Arno Panzia et Robert Wilson, qui travaillaient alors sur une antenne de télécommunication pour Bell Labs. En tentant de calibrer leur instrument, ils se sont retrouvés face à un bruit de fond constant, un signal étrange qu'ils ne parvenaient pas à éliminer. Ils pensaient au départ à un problème technique ou à des interférences, voire même à des déjections de pigeons nichés dans l'antenne. Mais après avoir écarté toutes les causes possibles, ils se sont rendus compte que ce signal venait en réalité de toutes les directions du ciel, un rayonnement isotrope, et qu'il était parfaitement uniforme. Ce qu'ils venaient de détecter, sans le savoir immédiatement, était en réalité le rayonnement fossile de l'univers, la lumière la plus ancienne que l'on puisse observer. Cette découverte majeure a confirmé une prédiction clé de la théorie du Big Bang, à savoir que, dans les premiers instants de l'univers, celui-ci était si chaud et dense que la matière et la lumière étaient indissociables. L'univers était alors rempli d'un plasma chaud de particules, protons, électrons, photons, dans lequel la lumière ne pouvait pas se propager librement car elle était constamment absorbée et réémise par les particules chargées. Mais environ 380 000 ans après le Big Bang, un phénomène crucial s'est produit. L'univers s'est suffisamment refroidi, à environ 3000 Kelvin, pour permettre aux électrons de se lier aux protons et former des atomes d'hydrogène neutre. Cet événement s'appelle la recombinaison. Dès lors, les photons ont cessé d'être continuellement déviés ou absorbés, et ont pu voyager librement à travers l'espace. C'est ce moment que l'on appelle la découplage matière-rayonnement. La lumière émise à cette époque a donc continué son chemin pendant des milliards d'années, traversant l'univers en expansion. À mesure que l'univers grandissait, cette lumière s'est étirée, sa longueur d'onde augmentant sous l'effet de l'expansion cosmique. Elle est ainsi passée de la lumière visible à des micro-ondes, atteignant aujourd'hui une température moyenne de 2,725 Kelvin, soit juste un peu au-dessus du zéro absolu. C'est ce que nous observons actuellement comme le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement n'est pas totalement uniforme.
En réalité, lorsqu'on l'observe avec des instruments très sensibles, on remarque de minuscules variations de température, de l'ordre de quelques millionièmes de degrés. Ces fluctuations représentent des variations de densité dans l'univers primitif. Ce sont elles qui ont servi de graines à la formation des galaxies, des étoiles et de toutes les structures cosmiques que nous observons aujourd'hui. Pour mieux comprendre ces fluctuations, des missions spatiales ont été lancées au fil du temps. La première grande mission fut COBE, Cosmic Background Explorer, lancée par la NASA en 1989. COBE a confirmé que le rayonnement de fond avait une distribution parfaitement conforme à celle d'un corps noir, exactement ce que prévoyait la théorie du Big Bang. Ensuite, la mission WMA, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, lancée en 2001, a permis de cartographier ces fluctuations avec une résolution bien meilleure, donnant une image plus détaillée de l'univers jeune. Enfin, la mission Planck, lancée par l'Agence spatiale européenne en 2009, a fourni les données les plus précises à ce jour sur le fond diffus cosmologique, permettant de déterminer des paramètres cosmologiques clés, comme l'âge de l'univers, environ 13,8 milliards d'années, la proportion de matière noire, d'énergie noire, et bien plus encore. L'un des piliers fondamentaux de notre compréhension de l'univers primitif repose sur l'abondance des éléments légers, en particulier l'hydrogène, l'hélium et le lithium. Cette proportion n'est pas un hasard, elle est le fruit d'un processus extrêmement bref, mais capital, appelé la nucléosynthèse primordiale. Ce phénomène s'est produit dans les 3 premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Durant cette courte période, les conditions étaient inimaginablement extrêmes, une température de plusieurs milliards de degrés et une densité d'énergie colossale dominaient l'univers. Dans cet environnement intense, les particules élémentaires, principalement des protons et des neutrons, ont pu interagir pour former les premiers noyaux atomiques. Les réactions nucléaires qui se sont déroulées à ce moment-là ont permis la formation d'environ 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, principalement sous forme de noyaux des hélium-4 et de traces de lithium. Ces chiffres peuvent sembler abstraits, mais ils ont une importance majeure, ils sont prédits avec une précision remarquable par le modèle du Big Bang. Et ce qui est fascinant, c'est que les observations actuelles confirment très bien ces prédictions. En étudiant la lumière émise par des nuages intergalactiques très anciens, qui n'ont pas encore été modifiés par des générations successives d'étoiles, les astrophysiciens ont pu mesurer les proportions de ces éléments. Les résultats sont frappants de précision, les abondances mesurées correspondent quasiment aux chiffres calculés théoriquement. De même, lorsqu'on observe les étoiles les plus anciennes de notre galaxie, des étoiles dites pauvres en métaux, car elles n'ont pas encore été enrichies par les éléments lourds produits dans les générations stellaires suivantes, on y retrouve aussi ces mêmes proportions initiales d'hydrogène et d'hélium. Tout cela constitue une preuve indirecte mais puissante que l'univers a bel et bien connu un état initial chaud, dense et très énergétique, exactement comme le décrit le modèle cosmologique standard. La nucléosynthèse primordiale est ainsi l'une des 3 grandes preuves du Big Bang, avec l'expansion de l'univers et le fond diffus cosmologique. L'univers a connu plusieurs phases marquantes depuis le Big Bang, chacune régie par des processus physiques distincts. L'époque de Planck, jusqu'à 10S, période spéculative dominée par la gravité quantique. Aucun modèle établi ne décrit de façon fiable cette ère, car les lois connues de la physique s'effondrent. Et l'inflation cosmique, 10 exposant 6 à 10S, phase d'expansion exponentielle postulée pour résoudre certains problèmes du modèle standard, homogénéité, isotropie, platitude, absence de monopôle magnétique. Durant cette période, l'univers a augmenté son volume d'un facteur énorme. Les perturbations quantiques survenues pendant cette phase ont été étirées et sont à l'origine des grandes structures cosmiques actuelles. La nucléosynthèse primordiale, de 1S à 3 minutes, alors que la température baissait, les conditions étaient réunies pour former les premiers noyaux atomiques légers, en particulier l'hélium. Le processus s'est arrêté lorsque l'expansion a refroidi l'univers en dessous de la température nécessaire à ces réactions. Le découplage matière-rayonnement, vers 380 000 ans, période où les électrons se sont liés au noyau pour former des atomes neutres. L'univers est alors devenu transparent, permettant au rayonnement du fond diffus cosmologique de se propager librement. Et l'ère de la formation des structures, quelques centaines de millions d'années à nos jours, sous l'effet de la gravité, les régions légèrement plus denses se sont effondrées pour former étoiles, galaxies, amas de galaxies, et vastes structures filamentaires observées aujourd'hui. Parallèlement à cette évolution structurale, le destin de l'univers est déterminé par son contenu énergétique. Les scientifiques distinguent 3 composants principaux: la matière ordinaire, baryonique, la matière noire, non détectée directement mais influant gravitationnellement, et l'énergie noire, responsable de l'accélération de l'expansion depuis environ 5 milliards d'années. La compréhension de cette dernière reste un mystère majeur. Les observations astronomiques montrent que les galaxies s'éloignent les unes des autres, ce qui signifie que l'espace lui-même se dilate. Cette idée a été proposée pour la première fois dans les années 1920 par le prêtre astrophysicien belge Georges Lemaître, qui a suggéré que l'univers était en expansion constante. Puis, en 1929, l'astronome américain Edwin Hubble a confirmé cette hypothèse en découvrant que plus une galaxie est éloignée,
plus elles s'éloignent rapidement de nous, phénomène appelé le décalage vers le rouge. L'expansion ne correspond pas à un simple mouvement des galaxies dans un espace fixe, mais plutôt à un gonflement de l'espace lui-même, ce qui entraîne l'éloignement mutuel des objets cosmiques. Cette découverte est fondamentale car elle soutient la théorie du Big Bang, qui décrit l'univers comme étant né d'un état extrêmement dense et chaud, puis en expansion depuis environ 13,8 milliards d'années. Le décalage vers le rouge, redshift, la première et la plus directe des preuves de l'expansion de l'univers est le phénomène du décalage vers le rouge, ou redshift, observé dans la lumière des galaxies lointaines. Ce phénomène a été découvert empiriquement par Vestos Liffey au début du XXe siècle, lorsqu'il remarqua que les raies spectrales de nombreuses galaxies étaient décalées vers les grandes longueurs d'onde. Cette observation signifie que ces galaxies s'éloignent de nous, un effet analogue à celui du son d'une sirène d'ambulance qui change de hauteur lorsqu'elle s'éloigne, effet Doppler. Edwin Hubble, en 1929, établit une relation linéaire entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance à la Terre, aujourd'hui appelée la loi de Hubble, V égale h fois d, où V est la vitesse de récession, d est la distance, et h la constante de Hubble. Cette relation implique que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. Cela suggère que l'espace lui-même est en expansion, et non que les galaxies se déplacent à travers un espace statique. C'est une distinction fondamentale, l'univers ne s'étend pas dans quelque chose, mais l'espace-temps lui-même se dilate. Le fond diffus cosmologique constitue une autre preuve incontournable de l'expansion cosmique. Ce rayonnement micro-ondes isotrope, découvert par Panzia et Wilson en 1965, est la rémanence du moment où l'univers est devenu transparent, environ 380 000 ans après le Big Bang. Le CMB nous parvient de toutes les directions, avec une température remarquablement uniforme, 2,725 K, mais avec de très légères anisotropies, de l'ordre de 1,0, qui reflètent les inhomogénéités primordiales de densité. Ces anisotropies ont été étudiées avec précision par plusieurs missions spatiales, Cobb, 1990, WMA, 2001, et Planck, 2009 à 2013. Elles permettent de contraindre finement les paramètres cosmologiques, comme la densité de matière, la courbure de l'univers, ou encore la composition en énergie noire. La distribution quasi parfaite de ce rayonnement sur la sphère céleste n'a de sens que dans un univers en expansion, où la lumière voyage à travers un espace en croissance depuis une surface de dernière diffusion très lointaine. La loi de Hubble a été révisée à la lumière des développements ultérieurs, notamment pour prendre en compte l'histoire de l'expansion. On sait aujourd'hui que la vitesse d'expansion de l'univers n'est pas constante, elle a ralenti dans un premier temps, sous l'effet de la gravité, avant de s'accélérer depuis environ 5 milliards d'années à cause de l'énergie noire. Cette dynamique est intégrée dans les modèles cosmologiques sous la forme de la fonction de Hubble h, t, qui dépend du temps cosmique. Cette évolution est vérifiée par l'étude des supernovas de type Ia, qui servent de chandelle standard. Ces explosions d'étoiles massives produisent une luminosité intrinsèque bien connue, ce qui permet de mesurer leur distance. En comparant la luminosité apparente et le redshift, on peut déduire l'histoire de l'expansion. Dans les années 1990, deux équipes indépendantes, le Supernova Cosmology Project et le IZ Supernova Search Team, ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait, une révolution qui a valu le prix Nobel de physique en 2011 à leurs responsables. La structure à grande échelle de l'univers. L'étude de la distribution des galaxies dans l'univers révèle une organisation en filaments, vide et amas, formant ce que l'on appelle la toile cosmique. Cette structure est le résultat de l'amplification gravitationnelle de fluctuations de densité très faibles présentes dans l'univers primordial, et visible aujourd'hui dans le CMB. La façon dont cette structure a évolué est directement liée à l'expansion cosmique. Dans un univers statique, de telles structures ne pourraient pas se former ni subsister. Les relevés de galaxies comme le Sloan Digital Sky Survey, SDSS, ont permis de cartographier des millions de galaxies et de mettre en évidence des motifs périodiques dans leur répartition, appelées oscillations acoustiques des baryons, BAO. Ces oscillations, qui proviennent d'ondes sonores dans le plasma primordial avant le découplage, constituent une règle standard, permettant de mesurer l'expansion de l'univers à différentes époques. L'âge de l'univers. L'expansion cosmique permet également de déterminer l'âge de l'univers. En extrapolant à rebours la dynamique d'expansion décrite par la loi de Hubble, on peut estimer le moment où toute la matière était concentrée dans un volume extrêmement dense et chaud. Cette méthode, combinée aux observations du CMB et des abondances élémentaires, donne un âge de l'univers de 13,8 milliards d'années, avec une précision remarquable, moins de 1% d'incertitude, selon les dernières données de la mission Planck. Cet âge est compatible avec celui des plus vieilles étoiles observées, notamment les étoiles des amas globulaires, ce qui constitue une vérification croisée de grande valeur. Sans l'expansion, on ne pourrait pas justifier l'existence d'un univers aussi ancien, ni expliquer sa cohérence avec les lois connues de la physique nucléaire, de la thermodynamique et de la gravitation. Ainsi, l'ensemble de ces observations, redshift, CMB, supernova, structure à grande échelle, âge cosmique, s'imbriquent pour former un édifice cohérent et robuste en faveur de l'expansion de l'univers.
Elles constituent les fondations empiriques de la cosmologie moderne et permettent de tester finement les modèles théoriques, dans une quête toujours plus précise de l'origine et du destin de l'univers. La relativité générale et la cosmologie. Les fondements de la relativité générale. La relativité générale, formulée par Albert Einstein en 1915, constitue le cadre théorique fondamental dans lequel s'inscrivent la cosmologie moderne et l'expansion de l'univers. Cette théorie remplace la gravitation newtonienne par une description géométrique de l'espace-temps. La matière et l'énergie courbent l'espace-temps, et cette courbure dicte le mouvement des corps. La relativité générale permet également d'explorer des notions plus avancées comme la topologie de l'univers. Si la géométrie locale est déterminée par les équations d'Einstein, la topologie globale, forme en grand de l'univers, n'est pas fixée par ces équations. Des univers plats peuvent avoir une topologie complexe, par exemple en forme de tore tridimensionnel. Des études tentent de détecter des signatures topologiques dans le fond diffus cosmologique, comme des motifs répétitifs ou des corrélations circulaires. Quant à l'expansion, elle est inhérente à la dynamique du facteur d'échelle à t. Ce n'est pas l'espace qui s'étend dans quelque chose, mais plutôt les distances entre points comobiles qui croissent au fil du temps. Cela entraîne des effets mesurables comme la dilution de la densité de matière, le refroidissement du rayonnement et le décalage vers le rouge cosmologique. Le modèle du Big Bang classique, bien qu'efficace pour décrire l'évolution globale de l'univers, se heurte à plusieurs problèmes majeurs. Le problème de l'horizon, un défi pour la cosmologie. Lorsqu'on observe le ciel dans le domaine des micro-ondes, on découvre une carte de l'univers tel qu'il était environ 380 000 ans après le Big Bang. Cette carte, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, une sorte d'empreinte lumineuse de l'univers jeune, observable aujourd'hui dans toutes les directions. Mais voici le paradoxe qui intrigue les cosmologistes, ce fond diffus est d'une homogénéité remarquable. Peu importe la direction dans laquelle on regarde, la température de ce rayonnement est presque la même partout, avec des écarts de seulement un 100 millième de degré. Et c'est là que surgit le problème de l'horizon. Selon la théorie classique du Big Bang, certaines régions de l'univers sont aujourd'hui si éloignées l'une de l'autre qu'elles n'auraient jamais pu interagir entre elles, même à la vitesse de la lumière. En d'autres termes, elles sont hors de portée l'une de l'autre depuis le début de l'univers. Pourtant, elles présentent la même température, la même densité de matière, et une structure similaire. Comment cela est-il possible? Prenons une image simple. Imaginez deux personnes situées aux extrémités opposées d'un très grand stade, chacune avec un thermomètre. Elles mesurent exactement la même température ambiante, au centième de degré près. Pourtant, elles n'ont jamais pu se parler, ni même échanger d'informations depuis qu'elles sont là. Cela semble étrange, non? C'est exactement ce que nous observons à l'échelle cosmique. Alors, comment l'univers a-t-il atteint un tel équilibre thermique entre des régions qui n'ont jamais été en contact? C'est ici qu'intervient une hypothèse révolutionnaire, l'inflation cosmique. Proposée dans les années 1980, l'inflation est une phase d'expansion extrêmement rapide qu'aurait connue l'univers juste après le Big Bang, en une fraction de seconde. Cette expansion exponentielle aurait permis à des régions autrefois très proches, et donc en contact thermique, d'être propulsées à des distances astronomiques. En d'autres termes, ce que nous voyons aujourd'hui comme des zones lointaines et indépendantes étaient en réalité voisines dans l'univers primordial. C'est grâce à cette phase d'inflation que l'uniformité du fond diffus cosmologique s'explique sans contradiction. Mais bien sûr, cette solution ne fait pas l'unanimité. L'inflation reste une hypothèse, bien qu'elle corresponde à de nombreuses observations. D'autres théories sont également proposées, comme les modèles de variation de constantes physiques, ou encore des approches liées à la gravité quantique. Le second problème est celui de la platitude de l'univers. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque cette idée? Pourquoi les scientifiques considèrent-ils cela comme un problème? Et surtout, en quoi cela remet-il en question notre compréhension de l'univers? Dans le cadre de la cosmologie moderne, l'univers peut avoir différentes formes géométriques à très grande échelle. Il peut être courbe positivement, comme la surface d'une sphère, courbe négativement, comme une selle, ou bien plat, comme une feuille de papier infinie. Ces géométries dépendent d'un paramètre clé, la densité critique de matière et d'énergie dans l'univers. Si la densité réelle de l'univers est exactement égale à cette densité critique, alors l'univers est géométriquement plat. S'il y a plus de matière et d'énergie, il sera fermé, courbé positivement. S'il y en a moins, il sera ouvert, courbé négativement. Or, ce que les observations nous montrent aujourd'hui, grâce notamment au fond diffus cosmologique mesuré par les satellites comme WMA ou Planck, c'est que l'univers est extrêmement proche de la platitude. Le paramètre associé, qu'on appelle oméga, est très, très proche de 1. Avec une précision à couper le souffle, de l'ordre de 0,0001 près. Et c'est là que le problème se pose. D'après les équations de la relativité générale, si l'univers était même légèrement non plat au moment du Big Bang, disons, à oméga égale 0,98 ou 1,02, alors, avec le temps, cette petite courbure aurait été amplifiée de façon gigantesque par l'expansion cosmique. Autrement dit, la platitude est instable, un petit écart au départ aurait dû devenir énorme aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on observe.
Cela signifie que, pour que l'univers apparaisse plat aujourd'hui, il fallait que sa densité soit réglée à une valeur incroyablement précise dès les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang. Un réglage d'une précision extrême, de l'ordre d'une partie sur 1060, soit un suivi de 60 zéros. C'est vertigineux. Et c'est ce qu'on appelle le problème de la platitude. Cela soulève donc une question majeure. Pourquoi l'univers a-t-il commencé avec des conditions initiales aussi parfaitement ajustées? Est-ce une simple coïncidence? Un hasard cosmique? Ou bien existe-t-il un mécanisme plus profond qui expliquerait naturellement cette platitude sans avoir à supposer un réglage aussi précis? C'est là qu'intervient la théorie de l'inflation cosmique, proposée dans les années 1980 par Alan Guth. Selon cette théorie, l'univers a traversé une période d'expansion extrêmement rapide et exponentielle juste après le Big Bang, pendant un laps de temps très court, de l'ordre de 1,0 seconde. Cette expansion rapide aurait aplati l'univers de la même manière qu'un ballon de baudruche s'aplatit à mesure qu'on le gonfle. Tout écart de courbure aurait été lissé, exactement comme la surface d'un ballon devient de plus en plus plate localement à mesure qu'il gonfle. Grâce à ce mécanisme, la platitude de l'univers que nous observons aujourd'hui serait une conséquence naturelle de l'inflation. Autrement dit, plus besoin d'un réglage incroyablement fin des conditions initiales. L'inflation aurait effacé toute courbure initiale possible, laissant derrière elle un univers apparemment plat à grande échelle. Cependant, il faut noter que l'inflation, bien qu'élégante, reste une hypothèse qui n'a pas encore été confirmée de manière absolue. Elle est compatible avec de nombreuses observations, mais certains détails, comme le mécanisme précis de l'inflation, le champ d'inflaton responsable, ou encore l'origine même de cette phase, sont encore en débat. Le problème des monopôles. Pourquoi n'observe-t-on pas de particules exotiques comme les monopôles magnétiques, prédites par certaines théories de grande unification? Les monopôles magnétiques. Des particules exotiques, élégamment prédites par plusieurs théories, mais que l'on n'a jamais observées dans la nature. Pourquoi? Et surtout, que sont réellement les monopôles magnétiques? Commençons par ce que nous connaissons tous, les aimants. Ils ont deux pôles, un nord et un sud. Si vous cassez un aimant en deux, vous n'obtiendrez pas un pôle nord isolé et un pôle sud isolé. Non. Vous obtiendrez deux nouveaux aimants, chacun avec ses deux pôles. C'est une propriété fondamentale du magnétisme classique. Mais la physique théorique ne s'arrête pas là. Dès le début du XXe siècle, Paul Dirac, l'un des pionniers de la mécanique quantique, a montré que l'existence d'un seul monopôle magnétique, une particule portant un seul pôle magnétique, nord ou sud, pourrait expliquer pourquoi la charge électrique est quantifiée, c'est-à-dire pourquoi toutes les charges électriques sont des multiples d'une valeur élémentaire. Pour Dirac, le monopôle était la clé d'une grande symétrie cachée dans la nature. Plus tard, dans les années 1970, les théories de grande unification, comme SU, 5, SO, 10, etc., qui cherchent à unifier les trois forces fondamentales, électromagnétisme, force faible et force forte, ont prédit que les monopôles magnétiques doivent exister. Et pas seulement exister, mais qu'ils ont dû être créés en grand nombre juste après le Big Bang. Et pourtant, malgré des décennies de recherche, aucun monopôle magnétique n'a jamais été détecté. Aucun dans les accélérateurs de particules, aucun dans les rayons cosmiques, aucun dans les expériences souterraines. Rien. Alors, que se passe-t-il? Avons-nous raté quelque chose? Ou ces particules n'existent-elles tout simplement pas? Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer cette absence. La première est cosmologique. Selon certaines variantes de la théorie de l'inflation cosmique, juste après le Big Bang, l'univers aurait subi une expansion fulgurante. Cette inflation aurait dilué la densité des monopôles dans l'univers au point qu'il serait aujourd'hui extrêmement improbable d'en rencontrer un, même en scrutant des milliards de kilomètres cubes d'espace. Deuxième explication possible, peut-être que les monopôles sont beaucoup plus lourds que ce que l'on pensait. Les premières estimations leur donnaient une masse de l'ordre de 10 exposant 16 GeV, bien au-delà de ce que peuvent produire les accélérateurs actuels, comme le LHC. En d'autres termes, ils sont peut-être hors de notre portée expérimentale actuelle. Troisièmement, il est aussi possible que les modèles théoriques soient tout simplement faux ou incomplets. Peut-être que la nature n'a pas choisi une théorie de grande unification qui prédit les monopôles, ou qu'une nouvelle physique inconnue supprime leur apparition. Il existe cependant quelques espoirs. Des expériences ont été mises en place pour traquer les traces indirectes de ces objets. Par exemple, la collaboration MOEDAL au CERN est spécialisée dans la recherche de particules exotiques comme les monopôles. Des détecteurs spéciaux en plastique peuvent conserver les traces laissées par une particule magnétique. Rien n'a encore été trouvé, mais les recherches continuent. En parallèle, les matériaux quantiques et la physique de la matière condensée ont permis d'observer des analogues de monopôles dans des systèmes artificiels. Par exemple, dans des matériaux appelés glaces de spin, des configurations similaires à des monopôles apparaissent, mais ce ne sont pas de véritables particules élémentaires. Plutôt des quasi-particules, des illusions collectives d'un comportement magnétique unipolaire. Alors, que pouvons-nous conclure sur le monopôle magnétique? Le monopôle magnétique reste à ce jour l'une des particules les plus recherchées et les plus mystérieuses. S'il était découvert, ce serait une révolution.
Il confirmerait certaines théories fondamentales, nous éclairerait sur les origines de l'univers, et pourrait même ouvrir de nouvelles voies vers une physique plus profonde, comme la théorie des cordes ou des dimensions supplémentaires. Mais en attendant, il reste un fantôme théorique. Un vestige d'un univers que nous soupçonnons, mais que nous ne pouvons pas encore toucher. Pour résoudre plusieurs énigmes que posait le modèle classique du Big Bang, notamment la planéité de l'univers, l'homogénéité de la température du fond diffus cosmologique et l'absence de monopôle magnétique, le physicien américain Alan Guth formula en 1981 une idée révolutionnaire, la théorie de l'inflation cosmique. Selon cette hypothèse, l'univers aurait traversé une phase d'expansion extrêmement rapide, bien plus rapide que l'expansion actuelle, une fraction de seconde seulement après le Big Bang, précisément entre 10 puissance -36 et 10 puissance -32 secondes après le temps zéro. Pendant ce laps de temps incroyablement bref, l'univers aurait vu son volume augmenter d'un facteur de l'ordre de 10 puissance 78, un chiffre difficile à concevoir, équivalent à faire passer la taille d'un atome à celle d'une galaxie, instantanément. Mais pourquoi une telle explosion soudaine ? Cette inflation aurait été provoquée par une énergie du vide, issue d'un champ hypothétique qu'on appelle aujourd'hui le champ inflaton. Ce champ aurait exercé une pression négative, générant une répulsion gravitationnelle colossale, entraînant une expansion exponentielle de l'espace-temps. Cette phase aurait eu un effet de lissage, en dilatant à l'extrême une toute petite région de l'espace initialement homogène et isotrope, elle aurait effacé toute irrégularité, toute courbure, toute variation locale. C'est ce qui expliquerait pourquoi, aujourd'hui, le rayonnement fossile, ce que l'on appelle aussi le fond diffus cosmologique, nous parvient avec la même température, peu importe la direction dans laquelle on regarde. En d'autres termes, cette inflation aurait transformé une bulle microscopique d'espace parfaitement régulière en l'univers observable que nous connaissons, qui mesure aujourd'hui plus de 90 milliards d'années-lumière de diamètre. Bien que la théorie de l'inflation ne soit pas encore prouvée de manière définitive, elle reste l'un des piliers les plus puissants de la cosmologie moderne. Elle est aujourd'hui intégrée dans les modèles standards de l'univers primitif, et des observations comme celle du satellite Planck renforcent son plausibilité en étudiant les fluctuations de densité présentes dans le fond cosmique. Le mécanisme inflationnaire l'inflation est généralement modélisé par un champ scalaire hypothétique appelé inflaton, dont l'énergie potentielle domine l'univers à ce moment-là. Tant que ce champ reste dans une région plate de son potentiel, l'énergie reste constante, ce qui génère une pression négative très importante, Pc, condition nécessaire pour provoquer une accélération exponentielle de l'expansion. La dynamique de l'inflation est régie par l'équation de Klein-Gordon dans un espace-temps en expansion. L'inflation se termine lorsque le champ d'inflaton quitte la phase dite de plateau, commence à osciller autour du minimum de potentiel, puis se désintègre en particules ordinaires. C'est la phase de réchauffement, qui marque le début de la phase classique du Big Bang. Conséquence de l'inflation. L'inflation résout plusieurs problèmes fondamentaux du modèle standard. L'inflation cosmique est un concept clé pour comprendre l'univers tel que nous l'observons aujourd'hui, et elle permet notamment de résoudre l'un des grands mystères du cosmos, l'uniformité du fond diffus cosmologique, ou CMB pour Cosmic Microwave Background. Ce rayonnement fossile, vestige du Big Bang, nous parvient de toutes les directions avec une température presque parfaitement homogène, autour de 2,7 Kelvin, à quelques infimes variations près. Cette uniformité pose un problème, le problème de l'horizon. Mais qu'est-ce que ce problème exactement ? Si l'univers s'était toujours étendu à un rythme constant, alors les différentes régions que nous observons aujourd'hui dans le CMB n'auraient jamais pu être en contact entre elles. Autrement dit, elles n'auraient pas eu le temps d'échanger de l'énergie ou de l'information, à cause de la vitesse finie de la lumière. Pourtant, ces régions éloignées présentent exactement la même température. Comment est-ce possible ? Comment deux zones de l'univers, séparées par des milliards d'années-lumière, peuvent-elles avoir les mêmes propriétés physiques, comme si elles étaient parfaitement coordonnées ? C'est là qu'intervient le modèle de l'inflation cosmique, proposé dans les années 1980. Selon ce modèle, une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers aurait connu une phase d'expansion extrêmement rapide, exponentielle, qui a duré un temps très court, mais suffisant pour bouleverser l'histoire de l'univers. Pendant cette phase d'inflation, une toute petite région initialement homogène et en équilibre thermique s'est étendue brutalement pour devenir aussi vaste que l'univers observable actuel. En d'autres termes, les zones que nous voyons aujourd'hui comme éloignées faisaient partie autrefois d'un même espace cohérent, où les conditions physiques étaient les mêmes partout. Elles ont pu s'équilibrer, interagir et atteindre une température uniforme avant l'inflation. Puis, cette région a été étirée à l'échelle cosmique, préservant son homogénéité d'origine. Ainsi, l'inflation résout élégamment le problème de l'horizon. L'uniformité du CMB n'est pas une coïncidence, mais la conséquence directe d'un univers jeune qui, avant de s'étendre brutalement, a eu le temps de s'uniformiser à petite échelle. Aujourd'hui, cette homogénéité nous apparaît comme un mystère, mais grâce à l'inflation, elle devient compréhensible. C'est une pièce maîtresse de la cosmologie moderne. L'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui présente une caractéristique étonnante, il semble presque parfaitement plat, c'est-à-dire que les règles de la géométrie euclidienne s'appliquent à très grande échelle.
Par exemple, dans un univers plat, si vous tracez un immense triangle cosmique reliant 3 galaxies très éloignées, la somme de ces angles sera très proche de 180 degrés. Cela peut paraître anodin, mais ce détail soulève un problème fondamental en cosmologie, qu'on appelle le problème de la platitude. Pourquoi est-ce un problème ? Eh bien, si l'univers était né avec une courbure, même minime, cette courbure aurait dû s'accentuer au fil du temps, un peu comme une boule placée au sommet d'une colline. Il suffit d'un petit déséquilibre initial pour que tout bascule. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on observe. L'univers semble être resté incroyablement plat depuis ses tout premiers instants jusqu'à aujourd'hui. Cela implique que les conditions initiales de l'univers devaient être extrêmement bien réglées, presque de manière miraculeuse, pour que cette platitude soit conservée. C'est ici qu'intervient l'inflation cosmique. Cette théorie, proposée dans les années 1980, suggère qu'au tout début de l'univers, une fraction de seconde après le Big Bang, il y a eu une phase d'expansion extrêmement rapide, presque instantanée. Pendant cette phase, l'univers s'est dilaté de façon exponentielle, multipliant sa taille par un facteur gigantesque en un temps extrêmement court. Et que fait cette expansion rapide ? Elle agit un peu comme lorsqu'on gonfle un ballon. Plus on le gonfle, plus sa surface semble devenir plate si on l'observe localement. De la même manière, l'inflation a aplati la courbure initiale de l'espace-temps. Même si l'univers avait une courbure à l'origine, cette dernière aurait été étirée à tel point qu'elle deviendrait imperceptible à notre échelle. Ainsi, grâce à l'inflation, on comprend pourquoi l'univers nous semble si plat aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément d'un réglage parfait au départ, mais d'un effet naturel d'un processus dynamique. L'inflation résout donc élégamment le problème de la platitude, en transformant un univers potentiellement incurvé en un univers quasiment plat, tel que nous l'observons avec nos télescopes modernes. Lorsqu'on parle du modèle cosmologique de l'univers, un des problèmes majeurs qui a longtemps intrigué les physiciens théoriciens est ce qu'on appelle le problème des monopôles magnétiques. Selon les théories de grande unification, qui tentent de regrouper les différentes forces fondamentales, électromagnétiques, nucléaires fortes et faibles, il aurait dû se former dans les tout premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang, des particules très exotiques appelées monopôles magnétiques. Ces monopôles sont hypothétiques, mais leurs propriétés sont fascinantes. Contrairement aux aimants ordinaires, qui possèdent deux pôles, nord et sud, un monopôle magnétique posséderait un seul pôle magnétique isolé. Ce serait l'équivalent magnétique d'une charge électrique positive ou négative. Leur existence est prédite par plusieurs théories physiques, notamment certaines variantes de la théorie des cordes ou des modèles de grande unification. Le problème, c'est que d'après les calculs théoriques, ces monopôles devraient être extrêmement abondants dans l'univers. Or, malgré des décennies de recherches expérimentales, nous n'en avons détecté aucun. Cela posait un sérieux souci à la cohérence du modèle cosmologique standard. Pourquoi une prédiction aussi robuste ne se vérifie-t-elle pas dans la réalité observable ? C'est là qu'intervient le concept d'inflation cosmique, proposé dans les années 1980 par le physicien Alan Guth. L'idée est qu'après le Big Bang, l'univers aurait traversé une phase d'expansion extrêmement rapide, presque instantanée. Cette phase d'inflation aurait dilué tout ce qui existait, y compris les monopôles magnétiques, en les dispersant dans un volume si gigantesque qu'ils en deviendraient quasi indétectables aujourd'hui. Autrement dit, l'inflation agit comme un gigantesque zoom cosmique qui aurait rendu ces particules si rares à notre échelle qu'elles sont devenues invisibles. Cela résout donc le problème des monopôles, en expliquant pourquoi l'univers observable semble en être dépourvu, tout en sauvegardant la validité des théories physiques qui les prédisent. L'un des apports majeurs du modèle inflationnaire, c'est qu'il permet de prédire l'origine des grandes structures cosmiques, comme les galaxies, les amas de galaxies, et même les filaments à grande échelle que nous observons dans la distribution de la matière. Mais comment un phénomène aussi court peut-il avoir des conséquences aussi vastes ? Tout commence avec le champ scalaire hypothétique appelé inflaton, responsable de cette expansion exponentielle. À l'échelle quantique, ce champ n'est pas parfaitement uniforme. Il subit de minuscules fluctuations quantiques inévitables dans toute description quantique de la réalité. Or, ces fluctuations, normalement très petites, sont étirées à des échelles macroscopiques par l'expansion inflationnaire, un peu comme des rides minuscules sur un ballon qu'on gonfle très vite. Ces fluctuations deviennent alors de légères variations de densité d'énergie dans l'univers primordial, c'est-à-dire des perturbations de densité. Après l'inflation, lorsque l'univers ralentit son expansion, ces perturbations persistent et vont évoluer gravitationnellement, les régions un peu plus denses attireront la matière environnante, formant ainsi les graines des futures galaxies. On retrouve la trace de ces perturbations dans le fond diffus cosmologique, CMB, ce rayonnement fossile émis environ 380 000 ans après le Big Bang. Le CMB n'est pas parfaitement uniforme, il présente des anisotropies, des variations infimes de température qui correspondent justement à ces premières inhomogénéités de densité. Le spectre de ces anisotropies, leur distribution en fonction de l'échelle angulaire, a été mesuré avec une grande précision par des satellites comme COBE, WMA ou Planck. Et ce spectre correspond très exactement aux prédictions du modèle inflationnaire.
En ce sens, l'inflation ne se contente pas d'expliquer l'origine des structures, elle fournit également un cadre testable et quantifiable, ce qui en fait un pilier essentiel de la cosmologie moderne. Allons-nous vers une inflation éternelle ? Certains modèles suggèrent que l'inflation pourrait être éternelle, des régions de l'univers continueraient à enfler de manière infinie, produisant des bulles d'univers distincts, chacun avec ses lois physiques, un scénario appelé multivers inflationnaire. Cela ouvre des perspectives vertigineuses, où notre univers observable ne serait qu'un domaine parmi d'autres dans une mégastructure cosmique bien. Un soir de novembre 1998, dans un observatoire perché au sommet d'une montagne chilienne, une équipe d'astronomes fixait le ciel, cherchant des éclats dans l'obscurité. Ils suivaient la trace de supernovas lointaines, des étoiles mourantes qui explosent en une lumière assez puissante pour briller à travers l'univers. Ce qu'ils allaient découvrir cette nuit-là allait bouleverser la cosmologie moderne. Alors qu'ils comparaient les données, ils remarquèrent une étrangeté. Ces supernovas, situées à des milliards d'années-lumière, étaient plus faibles qu'elles ne l'auraient dû. Leur éclat trahissait une distance plus grande qu'attendue. Or, plus une supernova est lointaine, plus elle est ancienne. Cela signifiait que l'univers s'était moins étendu entre elle et nous que prévu. Mais il y avait une autre explication, plus dérangeante, et si l'expansion de l'univers n'avait pas ralenti, comme tout le monde le pensait, mais accéléré ? Cette hypothèse audacieuse fut rapidement confirmée par une autre équipe, tout aussi stupéfaite. Ensemble, les deux groupes publièrent des résultats concordants, l'univers s'étendait de plus en plus vite. L'accélération cosmique était née. En 2011, les trois scientifiques à la tête de ces recherches, Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt et Adam G. Ries, furent récompensés par le prix Nobel de physique. Mais derrière cette reconnaissance mondiale se cachait un vide encore plus profond, celui d'une énergie inconnue, responsable de ce phénomène. On l'appela « énergie noire ». Personne ne savait vraiment ce qu'était cette mystérieuse force. On savait juste qu'elle existait. Elle ne brillait pas, n'émettait ni lumière, ni chaleur. Elle ne semblait interagir avec rien. Pourtant, elle dominait l'univers. En additionnant tout ce que nous connaissons, planètes, étoiles, gaz, poussière, galaxies, matière noire, on n'obtenait qu'environ 32% de la masse énergie totale. Les 68% restants étaient invisibles, insaisissables, c'était elle, l'énergie noire. Certains cosmologistes se rappelèrent une idée oubliée. La constante cosmologique, ce terme étrange qu'Einstein avait ajouté, puis retiré, de ses équations de la relativité générale. Il l'avait introduite pour garder un univers statique, puis l'avait regrettée après la découverte de l'expansion. Et si cette constante existait bel et bien, mais sous une autre forme ? Dans cette version moderne, l'énergie noire pouvait être vue comme une propriété du vide. Même l'espace vide, dépouillé de toute matière, recelait une énergie qui repoussait l'espace lui-même. Imaginez un tissu cosmique, non pas neutre, mais vibrant d'une force invisible qui pousse, dilate, écarte. Ce n'est pas de la matière, ce n'est pas de la lumière, c'est une pression négative qui s'exerce partout, tout le temps. Mais cette explication simple ne convainquit pas tout le monde. D'autres théories surgirent. Et si cette énergie n'était pas constante, mais variable ? Peut-être s'agissait-il d'un champ, une sorte de fluide cosmique, un peu comme l'inflaton à l'origine du Big Bang, que l'on nomma quintessence. Peut-être changeait-elle au cours du temps, faiblement, imperceptiblement. Certains allaient même plus loin, et si nos équations de la gravitation étaient incomplètes ? Si la relativité d'Einstein ne racontait qu'une partie de l'histoire ? Pour tester toutes ces hypothèses, les astronomes se lancèrent dans une traque acharnée à travers le cosmos. Ils observèrent encore plus de supernovas, mesurèrent les ondulations dans la distribution des galaxies, les fameuses oscillations acoustiques baryoniques, scrutèrent les infimes variations de température dans le fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du Big Bang. Chaque mesure, chaque indice, visait à cerner le comportement de l'énergie noire. On introduisit un paramètre pour l'évaluer, W, le rapport entre la pression de l'énergie noire et sa densité. Si W était égal à -1, cela confirmait une constante cosmologique. Si ce nombre variait, cela pointait vers une quintessence, ou vers des théories plus exotiques encore. Pour l'instant, toutes les observations s'accordaient, W semblait bel et bien être -1. Mais dans la cosmologie, quelques décimales peuvent contenir des révolutions. Sur Terre, les plus grandes agences spatiales unirent leurs forces pour percer ce mystère. En 2023, l'Agence spatiale européenne lança Euclide, un télescope spatial conçu pour cartographier en 3D l'univers sombre. Il observe des milliards de galaxies, traque les effets de lentilles gravitationnelles, et mesure la structure à grande échelle de l'univers. La NASA, elle, prépare le Nancy Grace Roman Space Telescope, un observatoire doté d'un champ de vision immense, capable de détecter des milliers de supernovas et d'enregistrer le moindre frémissement du cosmos. Au sol, le projet DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, cartographie les spectres de millions de galaxies, tandis que l'observatoire Vera Rubin, au Chili, s'apprête à révolutionner l'astronomie par sa capacité à scanner le ciel en continu. Tous ces instruments, toutes ces missions, ont un but, comprendre ce qui pousse l'univers à s'étirer comme un ballon de baudruche infini. Mais plus on en apprend, plus les questions se multiplient. L'énergie noire n'est pas seulement un mystère astrophysique.
Elle touche à des questions philosophiques profondes. Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi cette valeur, et pas une autre? Est-elle vraiment universelle, ou liée à notre position d'observateur? Le vide quantique, tel que décrit par la physique des particules, devrait contenir une énergie immense. Pourtant, les observations cosmologiques donnent une valeur incroyablement faible. Cette divergence, un facteur de 10 en 20, constitue le plus grand désaccord de toute l'histoire de la physique. Certains y voient la preuve que notre compréhension du vide est incomplète. D'autres évoquent un multivers, peut-être existe-t-il une infinité d'univers, chacun avec sa propre valeur d'énergie noire, et nous ne serions que dans celui qui permet la vie. Cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, pose un problème majeur, elle semble presque impossible à vérifier. Et la science, après tout, exige des preuves. Aujourd'hui, nous entrons dans une ère de cosmologie de précision. Les télescopes deviennent plus sensibles, les simulations plus fines, les modèles plus robustes. Mais une tension persiste, deux mesures indépendantes de la constante de Hubble, qui décrit la vitesse d'expansion de l'univers, donnent des résultats incompatibles. Les mesures locales indiquent une valeur plus élevée que celle déduite du fond cosmologique. Et si cette tension cachait une vérité plus profonde? Peut-être que l'énergie noire change, peut-être que de nouvelles particules interagissent avec elle. Ou alors, nous ne comprenons pas encore bien les premières secondes de l'univers. Peut-être que là, dans les abysses du passé, se cache la clé du futur. Car l'énergie noire, plus qu'un simple concept théorique, dicte l'avenir de l'univers. Si elle est constante, l'univers poursuivra son expansion pour toujours. Les galaxies s'éloigneront au point de devenir invisibles. Les étoiles mourront une à une. La température descendra lentement vers le zéro absolu. C'est le Big Freeze, une mort froide, silencieuse, éternelle. Mais si l'énergie noire s'intensifie, si son paramètre W descend en dessous de -1, alors elle pourrait un jour l'emporter sur toutes les forces, même la gravité, même la cohésion atomique. Galaxies, étoiles, planètes, molécules, jusqu'au quark même, tout serait arraché, déchiré, dissous. Ce serait le Big Rip. A l'inverse, si l'énergie noire s'estompe ou devient négative, la gravité pourrait reprendre le dessus. L'expansion s'arrêterait, puis l'univers se contracterait. Un jour, tout ce qui existe se condenserait en un point, dans un ultime soupir, le Big Crunch. D'autres théories, plus audacieuses encore, envisagent un éternel recommencement. Expansion, contraction, rebond. Une danse cosmique infinie, un cycle de naissance et de destruction. Une pulsation éternelle du cosmos. L'énergie noire. Deux mots, une énigme, un défi. En elle réside la clé de l'avenir cosmique, mais aussi peut-être celle d'une nouvelle physique. Elle nous pousse à observer plus loin, à penser plus profondément, à imaginer au-delà de nos limites. Et pendant ce temps, dans le silence intersidéral, l'univers continue de s'étendre, doucement, inexorablement. Imaginez une nuit sans fin. Une nuit où les étoiles s'éteignent les unes après les autres, où les galaxies disparaissent lentement dans un noir infini, et où l'univers lui-même semble s'effacer de notre perception. Ce n'est pas de la science-fiction, mais l'une des nombreuses fins possibles de notre cosmos. Pour comprendre comment tout pourrait finir, il faut remonter à la question essentielle, qu'est-ce qui contrôle l'expansion de l'univers? Cette expansion, nous le savons maintenant, s'accélère. Mais pour combien de temps? Et à quel rythme? La réponse dépend de l'énergie noire, bien sûr, mais aussi de la matière, de la courbure de l'espace-temps, et du destin inscrit dans les équations de la cosmologie. Dans un laboratoire de physique théorique à Princeton, une équipe de chercheurs compare les modèles, trace des courbes, simule des milliards d'années d'évolution. À chaque fois, les résultats divergent. Les futurs possibles sont multiples, mais trois d'entre eux dominent le débat. On les appelle le Big Freeze, le Big Crunch et le Big Rip. Prenons d'abord le plus calme, le plus glacial, le Big Freeze. L'univers continue de s'étendre. Les galaxies s'éloignent. Les étoiles, privées de gaz frais, cessent de naître. Lentement, elles s'éteignent, ne laissant que des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Au fil du temps, les trous noirs eux-mêmes s'évaporent par effet Hawking, relâchant une radiation presque imperceptible. Des milliards, puis des trillions d'années passent. L'univers devient un désert noir, froid, silencieux. La température approche le zéro absolu. Les particules restantes se dispersent dans un vide presque parfait. Le temps lui-même devient abstrait, sans changement pour le mesurer. C'est un univers éteint, figé. Un cimetière cosmique. Et pourtant, c'est peut-être le destin le plus probable, si l'énergie noire reste constante. Une expansion perpétuelle, une dilution infinie, une mort lente et glaciale. Mais le cosmos pourrait être plus dramatique. Certains modèles prédisent une fin plus brutale, le Big Rip. Dans ce scénario, l'énergie noire n'est pas stable. Elle devient de plus en plus puissante, jusqu'à surpasser toutes les forces. Les galaxies ne tiennent plus ensemble. Les étoiles sont arrachées de leurs orbites. Les planètes sont démembrées. Puis vient le tour des atomes eux-mêmes. Les électrons sont arrachés au noyau, les protons se désagrègent, les quarks se désolidarisent. L'espace est littéralement déchiré. Tout cela en quelques milliards d'années. Et le moment final, l'instant du Rip, ne dure qu'une fraction de seconde. L'univers est dissous, pulvérisé. Rien ne subsiste.
Ce destin est effrayant. Mais il dépend d'un paramètre crucial, la valeur de W, celui-là même qui définit le comportement de l'énergie noire. Si W descend en dessous de -1, c'est le signe avant-coureur d'un Big Rip. Aujourd'hui, les mesures ne penchent pas en sa faveur. Mais l'incertitude persiste. Enfin, il y a le retour à l'origine, le Big Crunch. Dans ce scénario, tout bascule. L'énergie noire faiblit, s'annule, peut-être même devient attractive. La gravité reprend le dessus. L'expansion ralentit, s'arrête, puis s'inverse. Les galaxies commencent à se rapprocher. L'espace se contracte. La température remonte. Les étoiles renaissent, les collisions deviennent fréquentes. Puis tout s'effondre dans un cataclysme cosmique. L'univers entier se recroqueville sur lui-même. Dans ces derniers instants, les lois de la physique s'effondrent. Les distances deviennent nulles, les densités infinies. Une nouvelle singularité apparaît. Un nouveau Big Bang? Peut-être. C'est le rêve des modèles cycliques. Selon cette vision, l'univers ne meurt jamais vraiment. Il renaît. Expansion, contraction, rebond. Un rythme infini, une respiration cosmique. Cette idée séduisait déjà les philosophes de l'Antiquité, bien avant que les équations ne l'autorisent à nouveau. D'autres modèles existent. Certains parlent de Big Slurp, où notre univers serait avalé par une bulle d'un vide plus stable, se propageant à la vitesse de la lumière. D'autres encore évoquent un multivers bouillonnant, où chaque univers a son propre destin. Dans certains, l'expansion ralentit. Dans d'autres, elle explose. Nous serions dans l'un d'eux, sans jamais savoir ce qu'il en est des autres. Mais toutes ces spéculations reposent sur notre capacité à comprendre l'énergie noire, la matière noire, la gravitation quantique, autant de mystères non résolus. Dans un centre de calcul européen, une simulation tourne depuis des semaines. Elle trace le destin de 10 000 univers possibles. Chaque variation de paramètres génère un futur unique. Certains se figent. D'autres implosent. Certains s'enflamment en une infinité de Big Bang successifs. Les chercheurs observent, comparent, analysent. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas la prédiction absolue, mais une compréhension statistique. Une cartographie des destins. Le plus fascinant, dans tout cela, c'est que nous sommes au tout début de cette histoire. Il y a seulement un siècle, nous découvrions que l'univers s'étendait. Il y a 30 ans, nous apprenions qu'il accélère. Aujourd'hui, nous posons la question de sa fin. Demain, peut-être, nous aurons les premières réponses concrètes. Et si le destin de l'univers n'était pas figé? Et s'il dépendait de paramètres encore changeants? Et si, même, l'intelligence, la conscience, pouvaient un jour interagir avec les lois de la physique? Certains cosmologistes et philosophes spéculent. Ils imaginent une future civilisation suffisamment avancée pour infléchir le cours de l'expansion. Pour influencer l'énergie noire, stabiliser la température cosmique, prolonger la vie du cosmos. Ce sont des idées radicales, presque métaphysiques. Mais elles nous rappellent que, dans un univers en expansion, tout, même la fin, est une affaire de perspective. Alors, pendant que les observatoires scrutent le fond du ciel, que les satellites cartographient les galaxies, que les ordinateurs simulent l'avenir, une chose reste certaine, l'univers poursuit son chemin. Il danse, respire, mute. Il contient en lui les germes de sa fin et de ses renaissances. Et nous, minuscules fragments de conscience, portés par une poussière de roche autour d'une étoile ordinaire, nous avons le privilège de contempler cette aventure cosmique. De chercher à en percer les mystères. D'imaginer ce que demain, ou dans 1 milliard d'années, pourrait signifier. Le destin de l'univers reste écrit à l'encre d'étoiles, sur un parchemin de vide. À nous d'en décrypter les lettres. Par une nuit noire, dans le désert d'Atacama, une lumière pâle clignote sur l'écran d'un observatoire. Un pixel parmi des milliards. Pourtant, ce minuscule signal représente un événement vieux de 10 milliards d'années. Un quasar lointain, émettant sa lumière alors que la Terre n'était encore qu'un nuage de poussière en formation autour d'un soleil jeune. Regarder le ciel, c'est regarder le passé. Voilà l'un des paradoxes les plus bouleversants de l'astronomie. Chaque photon qui atteint nos yeux a parcouru une distance immense, franchissant l'espace à la vitesse de la lumière pendant des millions, parfois des milliards d'années. Quand nous observons une galaxie distante de 10 milliards d'années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, non pas comme elle est aujourd'hui. Cela signifie que l'univers est une immense archive, un livre dont chaque page est une époque figée dans la lumière. À chaque regard vers le ciel profond, nous plongeons dans des couches successives de l'histoire cosmique. Des premiers instants chaotiques après le Big Bang aux grandes structures galactiques formées plus tard, chaque zone du ciel recèle une époque révolue. À Hawaï, au sommet du Mauna Kea, les astronomes utilisent le télescope Keck pour scruter ces échos lointains. Ils y détectent des galaxies primordiales, compactes, bleuâtres, en cours d'assemblage. Dans l'ultraviolet lointain, ils distinguent la trace du gaz ionisé, preuve d'une époque où l'univers se débarrassait de sa brume originelle.
Cette époque, connue sous le nom de rayonisation, marque la fin des âges sombres. Une ère où la lumière des premières étoiles jaillit pour la première fois. Ces premières étoiles, appelées étoiles de population 3, étaient gigantesques, éphémères, et si chaudes qu'elles transformèrent leur environnement en profondeur. Leur lumière fut si intense qu'elle ionisa l'hydrogène environnant, rendant l'univers transparent. Mais leur vie fut brève, et leur mort violente. Elles explosèrent en supernovas colossales, dispersant les premiers éléments lourds dans le cosmos. Ces éléments, carbone, oxygène, fer formeraient plus tard les planètes, les océans, la vie. Ce que les télescopes nous offrent, ce n'est pas seulement une observation. C'est un voyage. Une traversée des airs. Chaque télescope, du Hubble au James Webb, est une machine à remonter le temps. Le James Webb Space Telescope, JWST, en particulier, nous emmène plus loin que jamais. Grâce à sa vision infrarouge, il pénètre les nuages de poussière, il capte les premières lueurs, celles qui sont étirées par l'expansion cosmique jusqu'à devenir invisibles à l'œil humain. Lorsque Webb pointe son regard vers les confins de l'univers, il enregistre les premiers chapitres de l'histoire cosmique. Il voit les galaxies en train de se former, alors qu'elles ne sont encore que des amas instables. Il détecte des disques de gaz en rotation, des fusions galactiques, des jets de matière issus de trous noirs naissants. Ce sont les premières structures complexes dans un univers jeune, encore en construction. Mais voir le passé ne suffit pas. Il faut l'interpréter. C'est là qu'interviennent les modèles théoriques, les simulations numériques, les supercalculateurs. Dans les centres de recherche, comme le CEA en France ou le CERN en Suisse, des équipes de chercheurs recréent l'évolution de l'univers à partir des lois de la physique. Ils modélisent la formation des galaxies, la croissance des structures, l'interaction de la matière noire et de l'énergie noire. Les données du ciel sont confrontées à ces modèles. Si elles coïncident, cela renforce notre compréhension. Si elles divergent, cela indique une faille, une nouveauté, une possibilité. Parfois, une anomalie dans la lumière d'une galaxie conduit à une nouvelle théorie. Une variation dans le spectre d'une supernova remet en cause une hypothèse vieille de décennies. Le cosmos est un laboratoire géant, où chaque photon est une particule messagère. Apprendre à le lire, c'est apprendre à décrypter les lois fondamentales. Et puis, il y a le fond diffus cosmologique. Cette lumière fossile du Big Bang, émise environ 380 000 ans après l'événement initial, est la plus ancienne image de l'univers. C'est une carte du cosmos enfant. Une mosaïque de minuscules variations de température, qui raconte les graines de toutes les futures structures. Cette lumière, captée d'abord par le satellite COBE, puis perfectionnée par WMA et Planck, a révolutionné la cosmologie. Elle a confirmé l'âge de l'univers, la composition en matière noire et énergie noire, la géométrie globale. Elle a offert une base solide, une référence immuable, sur laquelle bâtir toute théorie cosmique. Mais elle a aussi livré des énigmes. Des anomalies, comme le point froid, une tache dans le ciel plus froide que prévu, ou des alignements étranges dans les fluctuations. Certains y voient le hasard. D'autres, des indices d'un au-delà cosmologique, multivers, topologie complexe, dimensions supplémentaires. L'observation du passé cosmique est donc à la fois un miroir et une porte. Un miroir, car elle nous reflète notre origine. Une porte, car elle ouvre sur l'inconnu. Chaque découverte recule les frontières du savoir. Chaque observation dévoile une strate plus profonde de l'histoire. Et à mesure que nos instruments deviennent plus puissants, notre regard devient plus perçant. Demain, d'autres observatoires viendront compléter la vision. Le télescope européen ELT, le SK en radioastronomie, les missions spatiales comme l'UVOIR ou ABEX. Chacun ajoutera un morceau au puzzle. Mais même lorsque nous verrons le premier rayon du premier atome d'hydrogène, il restera encore des mystères. Car plus on s'approche du Big Bang, plus la lumière s'efface. Avant 380 000 ans, l'univers était opaque. Pour aller plus loin, il faudra d'autres messagers, les ondes gravitationnelles primordiales, les neutrinos fossiles, ou peut-être des traces enfouies dans la structure même de l'espace-temps. Ainsi, le ciel devient un livre vivant. Une histoire que nous lisons à rebours. Une épopée de lumière, de matière, d'espace et de temps. L'expansion de l'univers n'est pas seulement une idée théorique, c'est un phénomène que nous voyons, que nous photographions, que nous mesurons, chaque nuit. Et à travers cette lumière ancienne, c'est notre propre existence que nous interrogeons. D'où venons-nous? Comment sommes-nous arrivés ici? Quel futur attend cet univers en perpétuelle métamorphose? Le ciel ne répond pas. Mais il murmure. Et à ceux qui savent écouter,
Il livre ses secrets, un photon à la fois. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'univers. Si cette exploration cosmique vous a captivé, si l'idée de remonter le temps à travers la lumière des étoiles vous émerveille, alors n'oubliez pas, signe pouce vers le haut, laissez un like pour soutenir le contenu et montrer que vous aimez ce type de voyage scientifique. Cloche, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'univers, l'espace-temps, les mystères de la cosmologie et bien plus encore. Plateau de sortie, partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches ou toute personne curieuse de mieux comprendre le cosmos. C'est grâce à vous que cette aventure continue. Bulle, et dites-moi en commentaire, quel est, selon vous, le destin le plus probable de l'univers? Big Freeze, Big Rip ou rebond cosmique? Vos idées nourrissent la discussion. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les profondeurs du temps et de l'espace.